Le 20 juin 1945, 22h15, coin de la 42e rue et Broadway, New York. La pluie torrentielle fouette les trottoirs huileux comme des lames de rasoir invisibles, transformant les flaques en miroirs noirs où se reflètent les halos jaunâtres des réverbères à gaz qui crachotent dans l'humidité oppressante, et vous, agent spécial du FBI, Thomas Riley, 32 ans, marié à une infirmière de guerre qui ne dort plus depuis Pearl Harbor, sentez vos semelles de cuir usées, collées au bitume trempé, chaque pas un effort herculéen contre le poids invisible de l'épuisement accumulé lors de ces nuits interminables de filature, votre trench coat gorgé d'eau plaqué contre votre poitrine comme une seconde peau froide et poisseuse, tandis que l'odeur âcre de la sueur rance se mêle à celle du charbon brûlé des taxis qui filent en trombe, klaxons stridents déchirant l'air chargé de tension électrique. Vos doigts gantés de cuir craquelé serrent le rebord d'une boîte aux lettres rouillées, le métal mordant dans votre paume à travers le tissu mouillé, et vos yeux plissés scrutent la silhouette au loin. Cette ombre furtive nommée Elias Kovacs, alias le Corbeau, soupçonné depuis des mois par le bureau de transmettre des secrets du projet Manhattan aux agents du NKVD soviétique, un traître tapi dans les entrailles de la bureaucratie américaine. Ces rendez-vous codés notés dans un agenda personnel qui pourrait bien être la clé de tout, ou votre tombeau si vous échouez sous ces cieux plombés de fin de guerre. Le cœur vous martèle les tempes comme un obus de 105 mm résonnant dans une tranchée boueuse, chaque battement un rappel brutal de l'impossible pari que vous avez pris. Suivre seul ce poisson glissant sans renfort, car le directeur Hoover en personne a ordonné la discrétion absolue. Pas d'erreur, Reilly. Où c'est la chaise électrique pour tous les deux? Ces mots encore suspendus dans votre esprit comme la fumée de son cigare cubain. Kovacs s'arrête sous l'auvent d'une bodega fermée, son chapeau fedora dégoulinant ruisselant sur les épaules voûtées de son costume gris 3 pièces froissé, et vous sentez l'air se charger d'une électricité statique, vos narines aspirant l'odeur métallique de l'ozone précédant l'orage qui gronde au loin, tandis qu'il fouille sa poche intérieure d'un geste saccadé, presque paniqué, comme si des yeux invisibles le transperçaient déjà. Ses doigts émergent avec un mince carnet en cuir noir, pas plus grand qu'une bible de poche, et dans la lumière fugitive d'un réverbère, vous distinguez les pages jaunies cornées, remplies d'une écriture serrée, microscopique, des colonnes de chiffres et d'initiales qui dansent sous la pluie comme des codes runiques échappés des abysses staliniens. Vous retenez votre souffle, les poumons brûlants d'un air trop froid, trop vite inhalé, et le temps s'étire en une éternité gluante où chaque goutte d'eau glissant le long de votre nuque est une aiguille de glace perçant votre chair. Car Kovacs hésite, jette un regard par-dessus son épaule, droit vers votre ruelle, et vous plaquez votre corps plus fort contre le mur de briques écaillées. Les briques rugueuses griffant votre joue mal rasée, le raspement sonore dans le silence relatif de la rue déserte, à cette heure tardive, où les échos des sirènes anti-aériennes d'un autre âge encore hantent les canyons urbains. Puis, dans un geste fluide et irréversible, comme un soldat jetant sa grenade dans la gueule de l'enfer, Kovacs laisse tomber l'agenda. Il ne glisse pas. Il chute, rebondit sur le trottoir avec un claquement mat étouffé par la pluie, pages s'ouvrant en éventail comme les ailes brisées d'un corbeau agonisant. Et vous sentez une vague d'adrénaline acide vous submerger les veines, vos muscles se contractant en spasmes involontaires, le goût du fer de votre propre sang sur la langue mordue pour ne pas hurler de triomphe prématuré. Il s'éloigne sans se retourner, ses pas claquant en flaques comme des coups de feu lointains, ombre se fondant dans la nuit new-yorkaise saturée de bruit. Le ronflement sourd d'un camion GMC déchargeant des caisses de munitions pour l'invasion prévue du Japon, les rires avinés filtrant d'un speakeasy clandestin, l'aboiement d'un chien errant flairant la peur humaine. Vous attendez, comptant mentalement jusqu'à 100, chaque seconde,
un étau se resserrant sur votre poitrine comprimé par le gilet pare-balles trop serré sous votre chemise collante. Sueur et pluie se mélangeant en un jus salé qui pique vos yeux injectés de sang. Enfin, vous bondissez, vos bottes lourdes s'enfonçant dans une flaque profonde jusqu'aux chevilles, l'eau glacée remontant comme un serpent venimeux le long de vos mollets gainés de laine humide, et vous ramassez l'agenda d'un mouvement fluide entraîné par des heures d'entraînement au tir au poignet sur le champ de tir de Quantico, où les balles, 45 ACP des Colt 1911, vous ont appris la précision sous la morsure du vent d'hiver. Le cuir est tiède encore de la chaleur corporelle de Kovacs, imprégné d'une odeur musquée de tabac russe bon marché et de brillantine capillaire, et vous le glissez dans votre poche intérieure, sentant son poids modeste, à peine 200 grammes, pesé comme un boulet de forçat sur votre sternum, car ce petit objet pourrait bien démanteler un réseau d'espions qui a déjà coûté des vies américaines, des schémas de bombes atomiques filés à Moscou, sous le nez des généraux furieux d'Oppenheimer. De retour à votre chambre d'hôtel miteuse sur la 7e avenue, 23h47, l'air confiné empeste le moisi des tapis usés et la graisse rance des repas en conserve avalés à la va-vite. Vous allumez la lampe de bureau à abat-jour verdâtre qui projette des ombres difformes sur les murs tapissés de papier peint cloqué et déposez l'agenda sur la table bancale, ses pages sèches maintenant crépitant légèrement sous la chaleur de la pièce, tandis que vos doigts tremblants, encore engourdis par le froid extérieur, tournent les feuillets un à un. Chaque page un labyrinthe de notes codées. RVL 14h30, Central Park, Banque Sud, phrase, les roses sont rouges, réponse, les violettes bleues, ou dépôt X47, 21h, quai 23 Hudson, colis bleu sous planche 4. Et plus bas, des chiffres alignés comme des coordonnées d'artillerie. 39, 52N, 75, 17 Dabla, qui pointe vers Philadelphie, ville des arsenaux secrets. Vous sentez une nausée monter, bile acide remontant dans votre gorge parcheminée par des nuits sans sommeil. Car ces mots ne sont pas anodins. Ils puent la trahison, l'encre bleue encore fraîche, portant l'odeur chimique piquante qui vous brûle les sinus. Mélange toxique avec la poussière de tabac de votre camel allumée d'une main fébrile, la braise rougeoyant comme un œil accusateur dans la pénombre. Les heures s'étirent en un supplice lent. Vos yeux larmoyants parcourant ligne après ligne sous la loupe grossissante empruntée à un prêteur sur gage, décodant patiemment avec le chiffre de visionnaire fourni par un défecteur polonais anonyme, clavier Staline 1941, et chaque initiale révélée est un coup de poignard dans les tripes. L pour Lena, secrétaire au département d'État soupçonné depuis des mois, X pour un officier de l'OSS passé à l'ennemi, et au 15 juin, transmission finale, plan implosion, via sous-marin baltique, risque élevé, éliminer trace. Vous vous levez, titubant comme un poilu après Verdun, les jambes de coton alourdies par la fatigue viscérale qui suinte de chaque pore, et vous penchez à la fenêtre rouillée, contemplant la ville endormie sous un ciel qui se dégage lentement, étoiles pâles perçant les nuages comme des éclats d'obus, et une vague de peur irrationnelle vous submerge. Et si Kovacs vous avait repéré, si des kolkhosiens en civil rôdaient déjà dans le hall, leur Makarov 7, 72 millilitres, prêts à cracher la mort silencieuse? À l'aube, 5h23, quartier général du FBI à Washington. Après un trajet en train cahotant où chaque sifflet de locomotive vous a fait sursauter comme sous un tir de MG-42, vous déposez l'agenda sur le bureau massif en chêne du superviseur Alan H. Belmont, l'air saturé de l'odeur de café brûlé et de cigares Havane, et alors que ses yeux porcins s'écarquillent derrière ses lunettes cerclées d'acier, vous murmurez d'une voix rauque éraillée par la poussière des voies ferrées. « C'est la clé, monsieur. Des rendez-vous codés qui lient une douzaine de taupes au GRU. Et si on frappe ce soir au Central Park, on les cueille tous comme des pommes pourries. » Belmont hoche la tête lentement,
Son double menton tremblotant sous la lumière crue des néons fluorescents qui bourdonnent comme des Wespen Vespero et ordonne « Opération Rose-Rouge, mobilisation immédiate, pas de quartier pour les rouges », ces mots claquant comme un ordre de Patton à Bastogne, tandis que vous sentez le poids du revolver SNW. 38 spécial gonflez votre holster, canon froid pressé contre votre hanche osseuse, prêt à l'irréversible. La filature reprend à 14h12. Central Park, banque sud près du lac artificiel, où l'herbe gorgée de rosée matinale exhale une odeur terreuse de terre remuée et de crottin de chevaux de patrouille, vos hommes en civil. 10 agents triés sur le volet. Visages burinés par des années de traque mafieuse, déployés en arc de cercle invisible, Thompson SMG 1928 à 1, dissimulé sous des imperméables kaki, chargeur 50 cartouches, 45 ACP graissés et prêts, et vous, tapis derrière un bosquet de chênes centenaires dont les feuilles humides goûtent encore sur votre col relevé, sentez votre pouce accéléré en tambour de guerre sioux, chaque respiration un râle sifflant filtré par vos dents serrées. Tandis que Lena apparaît, 30 ans à peine, tailleur strict bleu marine masquant un corps tendu par l'anxiété. Ses talons claquant sur le gravier comme des morses désespérées. Elle s'assoit, déplie un journal du New York Times froissé dont les gros titres hurlent « Yalta ». Roosevelt cède l'Europe de l'Est et murmure la phrase codée d'une voix chevrotante portée par le vent frisquet du Nord. Les roses sont rouges. Et au loin, de l'autre banc, un homme en casquette de docker répond d'un ton neutre. Les violettes bleues. Mais vous surgissez avant qu'il n'échange le colis. Vos bottes foulant l'herbe spongieuse en un sprint épuisant, où l'air semble se solidifier dans vos poumons en feu, hurlant « FBI, mains en l'air !» Et le docker pivote, main plongeant vers sa poche, où lui le canon nickelé d'un Nagant M1895 soviétique. 7. 62 d'affaires 38R, chargé à bloc. Le temps s'étire en cauchemar granuleux, ses doigts arthritiques se refermant sur la crosse huilée avec une lenteur irréelle. L'odeur de cordite anticipée déjà flottant dans l'air printanier chargé de pollen allergène, et vous pressez la détente de votre. 38. Le recul brutal remontant le long de votre bras comme un coup de masse. La détonation assourdissante, claquant comme un coup de tonnerre en chambre. Écho rebondissant sur les immeubles environnants, tandis que la balle dom-dom déchire l'épaule du docker dans un jaillissement écarlate chaud et collant qui éclabousse l'herbe verte. Son cri guttural avalé par le chaos naissant. Agents surgissant de partout, menottes d'acier claquant sur les poignets frêles de Lena, qui sanglote. Morve et larmes se mêlant sur son visage blême. « Je n'ai rien fait. C'est pour la paix. » Ces mots un mensonge puant la propagande du Comintern. Rayleigh, vous tombez à genoux dans la boue tiède du parc. Le revolver fumant encore dégoulinant de pluie résiduelle. Canon brûlant mordant votre paume moite. Et regardez le docker se tordre au sol, gargouillis bulleux s'échappant de sa bouche ensanglantée, où des dents cassées flottent dans l'écume rosée, ses yeux vitreux fixant le ciel indifférent, où un B-29 Super Fortress passe en rumeur grave. Moteur Wright Air 350 vibrant à travers vos os comme un présage de Hiroshima, encore secret. Les renforts arrivent en Ford noir aux pneus crantés hurlant sur le gravier. Sirènes ululant en lamento funèbres. Et tandis qu'on embarque les prisonniers menottés à l'arrière, leur corps secoués de spasmes de terreur pure, vous ramassez le colis abandonné. Un rouleau de pellicule 35 mm enveloppé de caoutchouc, exposé au schéma d'implosion de plutonium, secret volé qui aurait pu armer Staline avant Truman. Les interrogatoires s'étirent sur des jours interminables dans les sous-sols humides du Federal Building, air vicié de sueur aigre et de peur rance, où les ampoules nues pendantes balancent des ombres dansantes sur les murs de béton suintant,
et Kovacs craque le troisième jour, 27 juin, 3h14 du matin. Visage tuméfié par des persuasions légales, coups de poing gainés dans des gants de boxe, privation de sommeil jusqu'à l'hallucination, avouant d'une voix brisée comme du verre pilé. L'agenda. C'était mon calepin personnel. Rendez-vous avec les contrôleurs du centre à Moscou via radio clandestine, codé pour survivre aux fouilles. Vous m'avez eu par une négligence, une chute stupide sous la pluie. Vous le fixez, épuisé jusqu'à la moelle, barbe de 3 jours piquant comme du sable, et sentez un vide abyssal s'ouvrir dans votre poitrine. 12 arrestations, réseau démantelé. Mais combien de bombes russes en gestation grâce aux fuites antérieures, combien de GI morts pour rien en Normandie? La guerre civile intérieure s'apaise dans le silence cotonneux des bureaux vidés, Hoover décorant Belmont d'une plaque discrète, tandis que vous regagnez votre appartement de banlieue, train de banlieue brinque-ballant sur des rails rouillés, chaque secousse ravivant la douleur sourde de votre épaule contusionnée par le recul du revolver, et chez vous, votre femme, pâle sous les lumières tamisées, vous serre contre elle. Son corps tiède, encore marqué des cicatrices d'opérations chirurgicales sur les blessés de Guadalcanal, murmurant « C'est fini, Tommy ?» Mais vous savez que non. L'agenda refermé sur la table de chevet exhale encore son odeur de cuir maudit, page gravée d'un destin irréversible qui a sauvé l'Amérique d'un équilibre atomique précoce. Pourtant le poids de ces vies brisées, la veuve de Léna, les enfants de Kovacs rapatriés en URSS pour le goulag, vous écrase comme une chape de plomb dans l'insomnie qui suit, où chaque tic-tac de l'horloge est un battement de cœur fantôme. Et dehors, la nuit de Washington vrombit des moteurs de jeeps militaires rentrant des camps, écho d'une paix fragile, hantée par les ombres persistantes des espions. Des semaines passent, en lente agonie bureaucratique. Rapports tapés à la machine Underwood, dont les touches usées claquent comme des mitrailleuses. Sten, encre bleue tachant vos doigts, jaunis par la nicotine. Et vous revenez inlassablement à l'agenda, feuilletant ces pages sous la lampe à huile d'un motel anonyme lors de filatures ultimes, décodant les ultimes entrées. Fin de mission, 1er juillet, bateau Liberty vers Murmansk, détruire tout. Mais trop tard, le sous-marin U-300 capturé au large de Terre-Neuve avec des caisses de microfilm. Et dans le calme post-opérationnel, vous vous effondrez sur le lit défait, muscles hurlant de fatigue chronique, sueur froide perlant sur votre front fiévreux, le silence assourdissant après les cris seulement rompus par le goutte-à-goutte d'un robinet déréglé. Et là, dans cette vacuité physique, monte le doute moral corrosif. Avez-vous sauvé le monde ou simplement retardé l'apocalypse, brisant des vies pour un drapeau qui déjà vacille sous les vents froids de la guerre froide naissante? Les audiences secrètes au Sénat, octobre 1945, 11h45, salle enfumée du vieux bâtiment capitolin où l'air est lourd de Bourbon et de secrets d'État, vous témoignez d'une voix monocorde éraillée par des nuits blanches, décrivant l'agenda comme un fil tendu entre le cœur de l'Amérique et les geôliers du Kremlin. Et les sénateurs hochent la tête, cigares rougeoyants dans la pénombre, mais leurs yeux trahissent la peur. McCarthy n'est pas encore né, mais son ombre plane déjà. Et vous sortez dans le soleil automnal piquant les yeux, feuilles mortes craquant sous vos semelles comme des os broyés. Le poids de l'agenda, maintenant scellé dans un coffre-fort du bureau, vous entend toujours. Un rappel brutal que sous les impossibles odes d'une guerre invisible, une négligence pluvieuse a renversé un empire d'ombre, laissant derrière elle le vide hurlant de la survie. Années 50, Berlin-Ouest, sous la pluie acide qui ronge les cicatrices du mur naissant, vous errez dans les ruelles puantes du zoo, ombre parmi les ombres, par-dessus, trempé, collant à la peau comme une seconde trahison, inhalant l'odeur âcre de saucisses brûlées et de désespoir étalement, traquant un fantôme de l'agenda. Ivan, Levert, Kovacs,
Ex-agent double passé à l'ostalgie, chuchotant des rumeurs de Projet Echo, un réseau de taupes dormantes enfouies dans le cœur du Pentagone, activé par un code que vous seul reconnaissez. Les mêmes initiales griffonnées en 44 sur une page arrachée, FM, Phénix renaît. Nuit d'insomnie dans un garni crasseux de la Kurfürstendamm, whisky bas de gamme coupant la gorge comme du fil barbelé, radio crachotant les hits de Marlène Dietrich mêlés aux ondes codées de Radio Free Europe, et vous recompiliez le puzzle. Microfilm de Murmansk vendu au plus offrant, agenda cloné par un traître au bureau, votre propre nom taché d'encre rouge dans les marges, risque évaluation, liquidation prioritaire, le doute de 45, devenu certitude paranoïaque, chaque reflet dans les vitrines brisées vous renvoyant un visage émacié, yeux caves, creusés par la morphine des ops ratés, mains tremblantes, serrant un Walter PPK usé jusqu'à la moelle. Climax au checkpoint. Charlie, minuit sous les projecteurs aveuglants, échange tendu avec une silhouette encapuchonnée dans la brume laiteuse, murmures en russe approximatif. L'agenda n'est pas mort, il respire dans les veines de vos généraux. Balles sifflant dans l'air chargé d'ozone, vous roulant au sol sur le bitume granuleux, éclats de plâtre explosant comme des souvenirs refoulés. Et dans la fusillade chaotique, vous abattez Kovacs d'une double tape précise, son corps s'affaissant en marionnette désarticulée. Un carnet jauni tombant de sa poche. Page finale. Contact US. Sénateur H. Truman, 1952. Fin du jeu ou début. Retour aux States, 1953. Audience fantôme dans un bunker du Nevada, sous les champignons atomiques de l'Enola Gay bis, voix robotique d'un officier du Macho, vous lisant les charges. Trahison potentielle, agenda compromis. Mais vous souriez dans l'ombre, lèvres gercées par le désert, sachant que le vrai ennemi n'est pas rouge mais gris, le vide institutionnel qui avale les héros comme des Kleenex usagés, et tandis que les menottes cliquettent froides sur vos poignets, le vent du Nevada hurle une prophétie. L'apocalypse retardée n'est que le prélude à l'interminable nuit de la dissuasion mutuelle, où chaque ombre porte votre visage fatigué, éternel gardien d'un secret qui dévore ses gardiens. Bradbury, Athéo 3. L'ombre du champignon. Libéré sous caution fantôme, un chèque anonyme glissé dans les rouages rouillés du macho par un bienfaiteur invisible, peut-être l'écho de Truman ou un fantôme de l'OSS, vous filez dans la nuit du désert, Dodge cabossé avalant les miles de bitume craquelés sous un ciel piqueté d'étoiles indifférentes, phares balayant les cactus tordus comme des sentinelles muettes. Radio AM crachant du Sinatra entrecoupé de bulletins codés. Opération Paperclip en déroute, savants nazis murmurant des secrets sur les soucoupes volantes au-dessus de Roswell. Le carnet de Kovacs brûle dans votre poche intérieure, page jaunie par l'acide du temps. Nom chiffré, projet High Jump, barré d'un X sanguinolent, et en bas de page, griffonné à la hâte, Truman sait. Rendez-vous. Groom Lake, 0400. Aube violette sur le Nevada. Test site, mirage dansant au loin comme les hallucinations d'un trip aux champignons atomiques, vous garez la bagnole derrière un rocher érodé, Walter rechargé, silencieux vissé comme un présage. Silhouette massive émerge de la brume radioactive. Le sénateur en personne, complet 3 pièces tachées de poussière ocre, cigare mâchouillé pendant au coin des lèvres. Yeux porcins luisants d'un mélange de peur et de cupidité. Agent, vous avez vu l'agenda. Il n'est pas soviétique. C'est nous. Les gris, les vrais, pas des extraterrestres, mais nos propres marionnettistes. MK Ultra, les bombes psychédéliques pour laver les cerveaux des rouges. Et des nôtres. Voix rauque, accent du Missouri éraillé par les secrets d'État. Échange fiévreux sous le grondement lointain d'un essai nucléaire. Il vous tend une pellicule 35 mm. Image floue de camps en Sibérie
où des généraux US côtoient des officiers du NKVD, sourire complice autour d'un verre de vodka Staline. L'agenda respire encore. Il prépare le grand échange. Nos bombes contre leur camp, et nous, au milieu, chair à canon pour le vide. Mais le traquenard surgit des dunes. Stasi recyclé en mercenaire du désert. Uzi crachotant dans le vent chargé de sable abrasif. Balles traçantes zébrant l'air comme des comètes enragées. Vous plongez derrière le sénateur, double tape dans le ventre d'un assaillant masqué, son cri étouffé par le masque à gaz. Truman s'effondre, gorge tranchée nette par un commando invisible, gargouillant « Fin du jeu? Non. Éternité. » Fusillade apocalyptique, écho rebondissant sur les cratères vitrifiés des tests à bombes. Vous roulez, tirez, rechargez dans la danse macabre du plomb et de la sueur, abattant le dernier tireur d'une balle en pleine tempe, son portefeuille crachant une plaque macho, division, ombre grise. Vous ramassez la pellicule souillée de sang Truman, grimpez dans la Dodge qui tousse ses derniers cylindres et fuyez vers l'horizon rougeoyant où le soleil se lève sur un nouveau champignon miniature, prophétie accomplie. Années 60. Exil volontaire à Macao. Tripot enfumé du Lisboa Hotel. Mahjong cliquetant comme des os de mort. Vous sirotez un Scorpion Bowl empoisonné de souvenirs, l'agenda cloné enfoui dans un coffre suisse anonyme. Mao rit à Pékin, Kennedy s'effondre à Dallas, balle unique ou triple traîtrise. Et vous, ombre grise parmi les ombres, savez que le jeu n'a ni fin ni début. Juste l'interminable nuit où chaque héros devient gardien. Chaque gardien devient proie. Et le secret, vorace, dévore tout. Jusqu'au dernier reflet dans le whisky trouble, votre visage éternel, las, attendant le prochain pion à sacrifier. Fade out sur le tic-tac d'une montre espion, synchronisée au pouls du monde au bord du gouffre.